Voilà. On va commencer. Voilà, voilà, alors, tout le monde a trouvé une place pour s'asseoir. Donc je vous remercie d'être venus nombreux. Hein, donc vous allez recevoir bientôt le programme de nos prochaines activités. Hein. Je vais vous envoyer ça, ça va partir ce week-end. Donc la prochaine réunion de la Société historique, elle aura lieu le 3 avril, hein, le vendredi 3 avril. Et ce sera M. Joumas, qui vient d'Orléans, qui viendra nous parler du jeune résistant lannois Jean Martin, qui a été fusillé par les Allemands en 1944. Et puis ensuite, on aura une conférence le mardi 12 mai. Alors là, vous voyez, ça ne sera pas un vendredi, mais ce sera un mardi, le mardi 12 mai. Et ce sera sur Jean-Marc Philippe qui viendra nous présenter les carnets de Suzanne Beck, donc une femme de Crécy-sur-Serre qui a tenu un journal pendant toute la Première Guerre mondiale. Voilà, ce seront nos deux dernières activités de l'année. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Buridan. Alors Jérôme Buridan, il a pu retrouver de nombreuses têtes connues ce soir. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, hein, souvent près de 20 ans. Bon, Jérôme est originaire, c'est vrai, il n'était pas en culotte courte, mais presque. Et il avait moins de cheveux blancs, en tout cas, c'est sûr. Et donc, Jérôme, il est originaire d'ici. Hein, il a été élève au lycée Paul Claudel de Laon. Il a été élève de Claude Carême. Hein, il a été aussi, il a été professeur d'histoire et de géographie. Et puis son premier poste, c'était ici, au lycée Paul Claudel de Laon, où on est nombreux à l'avoir connu. Bon, après, il est historien de formation, mais bon, il a fait une thèse en grande partie sur la forêt de Saint-Gobain, hein, une thèse qu'il a publiée en 2005 qui s'appelait Espace forestier et industrie verrière, hein, du XVIIe au XIXe siècle. Donc c'est beaucoup intéressé à Saint-Gobain et à la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain. Et donc il a été maître de conférence à l'université de Reims pendant quelques années en histoire moderne. Puis après, il a bifurqué, hein, il a changé de voie, puis il s'est beaucoup plus intéressé à la géographie. Donc maintenant, il est professeur de géographie à l'université de Picardie, donc à Amiens, déjà depuis pas mal de temps. Depuis 2010. Depuis 2010, donc vous voyez, ça fait déjà 15 ans. Donc c'est un spécialiste des forêts, hein, de l'histoire des forêts, puis des forêts d'aujourd'hui. Donc il s'intéresse aussi à l'écologie. Voilà, donc je le remercie d'avoir accepté de venir faire une conférence pour nous. Puis je lui laisse la parole tout de suite. Bien, un grand merci Eric, d'abord pour ton invitation. Ça me fait plaisir de revoir des collègues et des anciens étudiants. Ça ne me rajeunit pas, mais ça me fait un grand plaisir. Et effectivement, je suis un produit un peu transdisciplinaire, puisque au départ, j'étais historien et 17e liste au départ. J'ai travaillé sur la réformation des eaux et forêts et sur la manufacture des glaces, donc 17e, 18e siècle. Je suis passé à la géographie, mais j'étais à cheval, je faisais de la géographie historique des forêts, hein, donc je n'ai pas changé de sujet d'étude. J'ai été recruté professeur de géographie à l'université d'Amiens en 2010, dans une unité d'écologie, qui est une UMR du CNRS, écologie et dynamique des systèmes anthropisés, et je la dirige depuis le début du mois de septembre. Donc je suis passé de l'histoire à la géographie, et de la géographie à l'écologie. Vous allez voir un petit peu comment on peut faire de l'écologie historique, avec quelle méthode et avec quels moyens. Voilà. Et donc, mon premier terrain de jeu, c'était effectivement la forêt de Saint-Gobain. Quand j'étais à l'université de Reims, j'avais d'autres terrains de jeu qui allaient jusque la forêt de Clairvaux, la forêt de Hotte, la forêt d'Argonne. Et puis, en arrivant en Picardie, on a beaucoup travaillé sur la forêt de Compiègne au départ, puisque c'était le cœur de notre métier au labo. On travaillait soit sur l'attirage, soit sur la forêt de Compiègne.
Et on a élargi un peu nos perspectives à l'ensemble des forêts du Valois, donc Compiègne, Chantilly, Retz, au fur et à mesure où on accumulait de la donnée historique. Alors, pourquoi faire de l'histoire forestière? Eh bien, pour répondre à des problématiques actuelles. Hein. L'intérêt, c'est de mobiliser les sources du passé pour répondre à des problématiques actuelles. Et vous n'êtes pas sans savoir que la forêt française actuellement va assez mal, qu'il y a des gros problèmes de dépérissement, des gros problèmes de ravageurs. La forêt de Compiègne est une des forêts dans la région qui connaît le plus ces phases de dépérissement. La forêt de Saint-Gobain et la forêt de Retz, on en parlait tout à l'heure, s'en sortent un petit peu mieux. La forêt de Chantilly connaît aussi une phase de dépérissement marquée qui a suscité un émoi important dans les médias et la création d'un collectif qui s'appelle Sauvons la forêt de Chantilly. Et dans ce cadre-là, eh bien, les écologues ont été fortement sollicités pour essayer de comprendre ce dépérissement, à la fois dans les processus actuels, mais aussi d'un point de vue historique ou géohistorique, parce que si on veut se projeter dans l'avenir, il faut connaître le passé. Et on se projette souvent sur des pas de temps assez courts dans l'avenir, mais connaître le passé sur 100 ans, 200 ans, des milliers d'années, ça peut être très utile pour connaître savoir s'il y a eu des phases de dépérissement, comment les écosystèmes forestiers ont évolué face au changement climatique, puisqu'on a connu des phases d'optimum climatique à l'époque médiévale, de petit âge glaciaire à l'époque moderne. Et donc, ça incite à remobiliser des sources historiques et à comprendre les écosystèmes forestiers dans la longue durée sur des programmes de recherche qui sont des programmes de recherche pluridisciplinaires. On n'est plus au niveau de l'histoire ou de la géographie, mais on embarque énormément de disciplines. Et notre unité de recherche à Amiens est une unité de recherche qui a un de ces deux axes, concerne l'écologie forestière, elle est reconnue en tant que telle, avec d'autres unités à Nancy, à Montpellier notamment, ou à Bordeaux. Et donc on travaille en synergie avec d'autres collègues dans d'autres universités ou au CNRS pour essayer de répondre à ces questions. Et donc on ne peut pas mobiliser toutes les sources forestières partout, parce que c'est impossible. Et donc on va utiliser à peu près toujours les mêmes terrains de jeu. Et ces mêmes terrains de jeu, c'est souvent pour nous les forêts du sud de l'Aisne ou du sud de l'Oise, donc principalement la forêt de Compiègne qui est notre terrain de jeu de départ, désormais la forêt de Villers-Cotterêts depuis une petite dizaine d'années, et puis on est rentré dans le collectif Sauvons la forêt de Chantilly, et on a aussi un terrain de jeu en forêt de Chantilly. À côté de ça, on a Hermenonville, Alain, Lègue, qui présentent des données qu'on peut ponctuellement mobiliser, mais ce n'est pas notre cœur de travail. Notre cœur de travail, c'est vraiment Compiègne, Retz et Chantilly, où là, on a beaucoup de données, et on travaille avec les acteurs du territoire de manière étroite, notamment en forêt de Villers-Cotterêts, qui est une forêt domaniale labellisée forêt d'exception, avec un projet de territoire qui est important, et puis à Chantilly, avec le parc naturel régional Oise Pays de France, où là aussi, on a des liens qui sont assez étroits. Ça veut dire que ces travaux géohistoriques ou d'écologie historique, ce ne sont pas des travaux qu'on peut mener tout seul. On a des collectifs de recherche qui sont importants et une succession de programmes de recherche qui sont assez nombreux. Je vous en ai mis quelques exemples. On avait commencé par un programme de recherche qui s'appelait Sylvantique sur la forêt de Compiègne dans les années 2010, quand je suis arrivé à l'université de Picardie-Jules Verne. On a monté un projet commun de recherche avec la DRAC Hauts-de-France qui s'appelait Arpège Compiègne, archéologie, paysage et environnement en forêt de Compiègne. On a multiplié des réponses à de petits appels à projets. Le Centre des monuments nationaux nous a financé une préétude de l'histoire de l'occupation du sol en forêt de Retz. Et puis actuellement, on est en train de mener un projet collectif de recherche qui s'appelle Forval, forêt du Valois, qui ressemble un petit peu à Arpège Compiègne, donc lier des données archéologiques, des données d'écologie historique, des données historiques, pour comprendre l'évolution des paysages et l'évolution de l'occupation du sol dans les forêts du Valois, donc sud de l'Oise et sud de l'Aisne. Et puis, face au changement des paysages forestiers, a été conduit un grand programme d'équipement et de programmation de la recherche qui s'appelle Forest. C'est plus de 40 millions d'euros qui ont été débloqués
avec 200, peut-être 300 chercheurs, une trentaine d'unités de recherche. Et dans ce PEPR Forest, les forêts du Valois ont pu être mises en avant comme une zone d'intérêt, si vous voulez, une espèce de zone atelier sur lesquelles on peut travailler, mais il y en a beaucoup d'autres en France. Mais ça veut dire qu'il y a un focus en termes de recherche, là jusqu'en 2030, qui est important sur ces forêts du Valois. Donc, ce que je vous présente là, c'est une méthodologie et quelques éléments de résultats qui n'est pas seulement de mon fait, mais qui embarque un collectif de recherche d'une vingtaine ou d'une trentaine de chercheurs. On ne peut pas faire les choses tout seul. Ce n'est pas un travail que j'ai mené tout seul. Alors, la première question, et je vais passer un peu de temps là-dessus, c'est quelles sources on va mobiliser, quelles méthodes on va mobiliser pour répondre à ces questions. Alors, les premières sources qu'on peut mobiliser, ce sont bien sûr les sources forestières, les archives forestières, et on a la chance, quand on travaille sur les forêts, d'avoir des archives qui sont très anciennes, puisque les maîtrises des eaux et forêts apparaissent au XIIIe et au XIVe siècle. Et on a une chance inouïe, c'est que l'une des premières maîtrises des eaux et forêts en France, c'est celle de Retz, celle de Villers-Cotterêts. Donc on a des sources pour la forêt de Villers-Cotterêts qui commencent au XIIIe siècle, des sources purement forestières, hein, pas des sources générales, mais des sources purement forestières, qui apparaissent au XIIIe siècle, elles sont aux archives nationales, notamment toutes les enquêtes de Philippe Auguste à partir de 1214, et qui continuent de manière presque sans lacune, il y a quelques lacunes au XIVe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut reconstituer l'histoire de la forêt de Retz. Alors les sources sont inégales, elles sont difficiles à interpréter parfois, mais on a des sources continues. C'est exceptionnel en France, hein, d'avoir des sources continues du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est merveilleux. Pour la forêt de Compiègne, on a des sources depuis la fin du XVIe siècle. Pour la forêt de Chantilly, qui était propriété de la famille de Montmorency, ensuite du duc d'Aumale au XIXe siècle, on a des sources là aussi qui commencent à apparaître à la fin du XVIe siècle, hein, qui restent continues jusqu'à aujourd'hui. Alors, au Moyen-Âge, ce sont surtout des enquêtes et des visites de bois. On ne peut pas travailler, il n'y a pas de parcellaire, hein, donc on ne peut pas travailler à l'échelle des parcelles, on ne peut pas localiser les peuplements, mais on a quand même des enquêtes sur les droits, sur les usages, sur les ventes de bois. Et puis, à partir du 15e, 16e siècle, on peut avoir des ventes de bois dans certains cantons, dans certains triages, donc connaître les essences qui étaient vendues. On l'a aussi à Saint-Gobain, hein, mais on peut l'avoir dans d'autres forêts, notamment la forêt de Retz. Je vous ai dit, difficulté d'interprétation du vocabulaire, parce qu'on peut utiliser parfois les mêmes termes qu'aujourd'hui, mais avec des sens complètement différents. Par exemple, taillis, futé, ça n'a pas du tout le même sens, c'est un âge, c'est pas un traitement. Et donc, il y a des mots qui sont souvent des mots pièges, mais bon, c'est le travail de l'historien d'interpréter ce vocabulaire et de voir l'évolution de ce vocabulaire dans le temps. À partir du XVIIe siècle, dans ces grandes forêts, on a beaucoup de procès-verbaux qui sont normalisés, réformation, documents d'aménagement, arpentage, martelage, qu'on va retrouver au XIXe et au XXe siècle de manière assez continue. Donc on peut reconstituer le contenu des parcelles. Je l'ai fait pour Saint-Gobain. Sur Compiègne, il reste encore des choses à faire. Sur Retz, il reste encore des choses à faire. À partir du règne de Louis XIV, en tout cas, on peut reconstituer le contenu des parcelles jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, là, c'était la forêt de Saint-Gobain. C'est un petit clin d'œil, mais quand on a des liasses comme celle-ci, ça donne envie de les ouvrir. C'est toute la maîtrise de Saint-Gobain. Il y a un cœur. Ils l'ont fait avec amour. Alors, ces sources écrites, on va les croiser avec des sources planimétriques, des plans, des documents, des plans d'arpentage, des plans de propriété. La première carte de France, elle apparaît au début du XVIe siècle. Bien, les premières cartes forestières, là c'est la première que je connaisse. Elle date du milieu du XVIe siècle. On n'est pas du tout dans notre zone, hein, on est sur les bois de l'archevêché de Reims, sur la montagne de Reims. Et vous voyez une première carte. Vous allez me dire, l'arpenteur, il a bu un petit peu. Mais en fait, on a une vue cavalière. Et l'arpenteur a fait ce qu'il pouvait pour représenter les limites de la forêt, parce que les limites ne sont pas claires. On dit qu'il n'y a pas de dérivement des bois, c'est-à-dire une limite tranchée entre l'espace agraire et l'espace forestier.
Donc il a indiqué quelques bornes, hein, de temps en temps il y a des bornes, des zones qui sont surexploitées, des zones qui sont sous-exploitées, et on voit en fait qu'on n'a pas de gestion régulière des peuplements, hein, on n'a pas de coupe réglée, et en fait par rapport au texte, eh bien, c'est assez conforme à ce qu'on pouvait trouver sur le terrain. Mais on n'est pas dans notre zone. Dans notre zone, les premières cartes apparaissent au début du XVIIe siècle. C'est les cartes de la Galerie des Serres au château de Fontainebleau, où on a la forêt de Villers-Cotterêts, la forêt de Compiègne qui sont représentées, mais là aussi de manière cavalière, c'est bien connu. Mais ça permet d'avoir des éléments intéressants en termes de toponymie, en termes de localisation, avec des vides qui sont représentés et qui sont intéressants, puisqu'on a des forêts qui avaient beaucoup plus de vides qu'au XIXe et au XXe siècle, qui étaient très ouvertes avec beaucoup de friches et de landes. On ne peut pas les géoréférencer, ça veut dire que les travailler avec des SIG, c'est compliqué, mais à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, on a une planimétrie qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus précise, et on peut géoréférencer des cartes. On ne le fait pas systématiquement, mais on a des lots de cartes qui sont importants. Pour la forêt de Retz, on va avoir une centaine de plans, des cartes. Pour la forêt de Compiègne, on en a une trentaine. Pour Chantilly aussi. Donc, on a des documents planimétriques à partir du XVIIe siècle qui sont vraiment importants, et certains sont géoréférencés et en partie vectorisés. Voilà. Ces plans généraux sont complétés par des plans de propriété ou des plans de bornage. L'objectif des forestiers, c'est de délimiter les forêts de manière à ce qu'il n'y ait pas d'outrepasse, qu'on n'empiète pas sur la forêt. Donc souvent, on ne connaît pas le contenu des parcelles. Il n'y a pas de parcellaire fixe à l'époque, mais on connaît les limites de la forêt. Donc là, on en a beaucoup, avec des documents de bornage qui précisent l'emplacement des bornes. Ça permet de connaître les limites de la forêt. Et ces forêts sont relativement stables dans le temps, mais sur les lisières, il peut y avoir des défrichements plus tardifs, ou au contraire, des gains de terre et des plantations qui peuvent être datées du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Donc c'est important de connaître les limites de ces forêts. Voilà. Sur Chantilly, on a beaucoup de plans, beaucoup de cartes au château de Chantilly, propriété de l'Institut. Et là aussi, on peut travailler de manière assez sereine avec beaucoup de documents. Les plans d'arpentage sont des plans qui sont levés à chaque coupe, hein, puisqu'on n'a pas encore de parcellaire fixe avant la fin du XVIIIe siècle. Donc à chaque coupe, on dresse des plans d'arpentage. Et ces plans d'arpentage sont réalisés à une échelle fixe. Ça veut dire qu'en les mettant bout à bout, on a un puzzle, on peut reconstituer l'ensemble du parcellaire, en tout cas de l'assiette des coupes de l'ensemble des forêts. C'est un gros travail, mais on peut le faire. Techniquement, c'est faisable. Alors, depuis le début des années 2010, on utilise de manière systématiquement des images LIDAR, donc par laser aéroporté. Cette technologie LIDAR a commencé à être employée en forêt pour faire de l'archéologie forestière, en forêt de haies, avec Muriel Leroy, dans les années 2005-2006. Les premiers relevés, je vous montrerai quelques images de la forêt de haies. Donc l'idée, c'est de faire passer un aéronef. Cet aéronef, ça peut être un petit avion. Là, vous avez le lidar et l'avion qui ont été utilisés pour faire le survol de la forêt d'Haguenau, qui est aussi une forêt labellisée forêt d'exception. Et l'aéronef peut être un drone. Ici, vous avez l'image du drone lidar que nous avons au labo. On a 4 drones aujourd'hui, dont 2 drones lidar. Donc avec un avion, on peut survoler des surfaces qui font 14 000, 15 000 hectares. Avec un drone, on survole des surfaces qui font 50 hectares, 100 hectares. Mais on les survole en une demi-heure, en une heure. Il faut beaucoup de temps pour préparer le vol. Il faut 3 semaines pour préparer le vol, avoir les autorisations administratives. Et en une heure, on a fait tout le revenu. Et donc le principe, c'est d'avoir un laser qui va envoyer un signal sur le sol, sur la canopée, sur les troncs, et le système LIDAR va mesurer le temps de réponse, le temps de retour du laser, pour mesurer très précisément la distance entre le boîtier LIDAR et le sol et le sursol. Donc on a un nuage de points qui fait plusieurs téraoctets qu'on peut trier en enlevant le sursol, certaines strates du sursol, en gardant le sol. Et donc on peut travailler soit sur la modélisation des hauts-pieds,
sur la dendrométrie, le nombre de mètres cubes à l'hectare par exemple, bien les micro-reliefs à l'échelle du sol. Donc les données LIDAR de Compiègne ont été acquises en 2011 et en 2014. Les données LIDAR de Chantilly ont été acquises en 2023 dans le cadre du programme Sauvons de la forêt de Chantilly avec le PNR, l'INRAE et l'Institut. Et puis sur RETS, ça n'est pas encore fait et on va bénéficier du LIDAR HD de l'IGN puisque le vol a eu lieu cet hiver et donc on va en bénéficier dans quelques mois, sans doute à la fin de l'année. Des moyennes pour Compiègne de 24 points au mètre carré. Pour Chantilly, je ne m'en souviens plus, mais ça doit être 40 points au mètre carré à peu près. Et avec notre drone LIDAR, on arrive à 800 points au mètre carré. Donc on a une précision, on peut voir quasiment les feuilles, hein, on a une précision qui est vraiment très forte et qu'on peut compléter par un petit LIDAR terrestre qui permet de modéliser vraiment ce qui se passe sous la canopée. Donc on a des moyens qui sont importants, hein. C'est des vols qui coûtent assez cher, mais qui permettent de voir sous le feuillage. Je donne un exemple, là, en forêt de haies, survolé, enfin, étudié par Muriel Leroy, qui est actuellement inspectrice générale au ministère de la Culture. Sous la canopée, voilà ce qu'on peut trouver. Donc on voit le parcellaire actuel, et derrière, c'est le parcellaire antique. Ici, vous avez le parcellaire antique avec des habitats antiques, et puis des réseaux villers qu'on voit de temps en temps ici, et qu'on peut retrouver sur le terrain. On voit très peu, hein, parce que c'est vraiment très ténu, mais qu'on voit très bien avec les images LIDAR. De fait, donc nous on travaille des images LIDAR depuis 2011. Aujourd'hui on propose un programme de recherche sans images LIDAR. Je leur dis non, parce que je ne veux pas travailler comme il y a 30 ans et faire de la prospection pendant un an sur le terrain, alors qu'avec l'image LIDAR, en quelques semaines, je peux travailler. Donc on a besoin de nos images LIDAR, et si on ne les a pas, on peut les acquérir sur des petites surfaces, 50, 100 hectares, avec notre drone. On a fait un vol LIDAR, par exemple, dans le cadre du partenariat avec les centres des monuments nationaux, sur le petit parc de Villers-Cotterêts. Et donc, on a une couverture de l'ensemble du petit parc de Villers-Cotterêts, à la fois pour récupérer des données archéologiques, savoir où étaient les anciennes glacières, où étaient les anciens aménagements cinégétiques dans le petit parc, mais aussi pour aider à la gestion, puisque maintenant c'est le CMN qui a repris le petit parc, qui était sous la gestion de l'Office national des forêts. Ils veulent restituer des perspectives, et on peut faire des coupes et savoir où sont les gros arbres, les petits arbres, et aider au plan de gestion. Voilà. Ces données LIDAR, il faut les traiter, donc on a un nuage de points qu'on va traiter en créant un modèle numérique de terrain, et puis ensuite on a plein d'applications qui peuvent traiter ces images et restituer des images. Donc le plus simple, c'est de créer des rasters d'ombrage, soit en multi-ombrage, soit des ombrages qui sont orientés. On fait comme s'il y avait le soleil qui était orienté sous des angles différents, et on fait apparaître les micro-reliefs. Là on est en forêt de Compiègne. On met en valeur un ancien parquet à faisans qui date du XVIIIe siècle, qui a été abandonné sous la Révolution française, qui est le parquet des Vineux. Vous voyez ici, vous avez un petit mur qui n'apparaît pas sur un des ombrages et qui apparaît sur un autre ombrage. Donc en fait, en jouant sur les ombrages, on peut faire apparaître des choses ou faire disparaître d'autres éléments. Ici, c'est un espace de stockage de produits pétroliers de la Deuxième Guerre mondiale, de bidons d'essence de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on retrouve ici. Voilà, on joue sur les ruptures de pente. Là, mon petit mur, vous le voyez bien. Et puis, on peut jouer sur la visualisation des creux et des bosses, c'est le LRM. Mon petit mur, je le vois moins bien, mais je le vois moins bien aussi ici. Donc, en jouant sur les traitements, on peut faire apparaître des choses, et pour d'autres traitements, on fait apparaître autre chose. Donc ça permet de connaître les micro-reliefs à quelques centimètres près et pouvoir restituer en fait. Après, il faut faire du terrain. On peut prendre un gros roncier pour une butte. Il faut faire beaucoup de terrain. Mais on en a besoin vraiment pour aller sur le terrain, pour ensuite travailler sur les propriétés des sols, sur l'écologie, sur la flore, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise de routine maintenant. On en a besoin en permanence. Alors, pour restituer l'évolution forestière, on utilise, on pourrait dire, des géosciences, hein, et notamment l'étude des charbons de bois, c'est-à-dire l'anthracologie. On
L'anthracologie a été développée à partir des années 70-80, notamment au sein du laboratoire Géode à Toulouse, au départ par des géographes et ensuite par des archéologues. L'anthracologue, il est transdisciplinaire lui aussi. C'est lié en fait à la pratique du charbonnage, la création de meules de charbonnier. Donc dans nos régions, le charbonnage est une pratique qui commence au milieu du Moyen-Âge et qui se termine dans les années 1930, sous cette forme-là, sous la forme de meules de charbonnier. Donc le charbonnier va couper de la charbonnette, c'est-à-dire un bois de petit calibre qui tient dans la main, va créer sa meule avec un piquet au milieu. Ensuite, une fois qu'il a créé sa meule, il couvre sa meule de mottes de terre et d'herbe, il enlève le piquet pour faire une cheminée, il met le feu à sa meule, et il va surveiller pendant 1 à 2 journées la fumée de sa meule. Si la fumée est trop claire, ça veut dire que le bois prend feu, et dans ce cas-là, il n'aura pas de charbon, ça ne sera pas carbonisé, donc il faut qu'il remette des mottes de terre. Et puis si la fumée s'éteint, donc quand elle est blanche, c'est très bien, et puis si la fumée s'éteint, il faut qu'il rouvre sa meule de manière à pouvoir rajouter de l'oxygène. Et puis au bout de plusieurs heures, il obtient du charbon de bois. Ces meules sont faites sur des replats, il faut que ça soit parfaitement plat pour installer la meule. Le charbonnier récupère avec un râteau l'ensemble de son charbon, donc reste une poudre fine avec quelques charbons. Mais le charbonnier est obligé de réutiliser l'emplacement de ses faudes, l'emplacement de ses meules, à la coupe suivante. Donc la conséquence, c'est qu'à chaque coupe, on va réutiliser les mêmes emplacements de charbonnières. Et en forêt de Compiègne, je vous en montrerai une tout à l'heure, on a eu un exemple de charbonnière qui a été utilisé du XIIIe siècle au XIXe siècle. Donc vous voyez, on a des enregistrements anthracologiques qui peuvent être importants. Alors, en forêt de Saint-Gobain, il y a énormément de charbonnières. En forêt de Compiègne, il y en a beaucoup moins parce que le charbonnage a été interdit pendant un moment. C'était une forêt de chasse royale. Et comme à Fontainebleau, comme à Percé, le charbonnage était interdit, ou était plutôt, puisque nous on trouve des pratiques de charbonnage qui ne cessent pas à l'époque moderne, était circonscrit à certaines zones, notamment les rebords de la côte de l'Île-de-France. Là, on a beaucoup de charbonnières. Vous voyez toute la partie nord, il n'y a quasiment pas de charbonnières. Si on prenait les forêts industrielles comme la forêt de Saint-Gobain, comme les forêts de Thiérache, comme les forêts d'Argonne, là on aurait des charbonnières partout, un réseau très important. Là on en a 200, 196, c'est assez peu. On en a beaucoup plus en forêt de Retz, mais on n'a pas toutes les images lidar, donc c'est plus difficile à circonscrire. En forêt de Chantilly, il n'y en a quasiment pas, mais par contre, dans d'autres forêts qui appartiennent à l'Institut, notamment la forêt de Coix, on a des réseaux de charbonnières qui sont assez importants. Donc on peut quand même travailler. Le but de l'opération, pour moi, ce n'est pas de renseigner le charbonnage, c'est d'avoir des sources de charbon de bois qui permettent de reconstituer les paysages forestiers. Voilà les images lidar de Compiègne. Vous voyez, les replats de charbonnières, ça fait des petits buts. Ça fait des petits ronds, des petits buts. Et ça fait des petits replats qui peuvent avoir des formes, il y a 3 formes différentes, mais des petits buts qui font 7 à 8 mètres de diamètre et souvent 20 à 30 cm de haut. Et puis quand on sonde, on peut avoir parfois 10 cm de charbon, parfois 50 cm de charbon, et dans ce cas-là, c'est probablement des charbonnières très anciennes. En forêt de Retz, on a des charbonnières où on a une profondeur de charbon de 50 cm. Donc après, on embauche les étudiants en stage, on fait des transects, à l'intérieur à gauche, on essaye de voir où est la couche de charbon la plus épaisse, et ensuite on fait une mini-fosse de 50 cm sur 50 cm, on prélève tous les, par tranche de 5 cm, c'est de la terre mélangée avec du charbon, et ensuite il va falloir laver et tamiser tout ça, donc on pèse, on lave, on tamise sur des colonnes de tamis. Et puis ensuite, on peut identifier les charbons, puisque les bois ont une morphologie différente selon les espèces. Et donc, au labo, on a une anthracothèque, donc une bibliothèque de charbon de bois, qui permet d'identifier tous les charbons de bois. Et on a des microscopes qui sont assez performants. Celui-ci grossit jusqu'à 500 fois. Et ça permet, en fait, de faire de l'anthracologie
et de repérer les charbons qui étaient utilisés par le charbonnier. Le charbonnier essaye de faire du charbon avec les bois de la meilleure qualité qu'il puisse avoir, mais enfin, il prend les bois qu'il trouve sur place. Donc, s'il ne trouve pas de charme ou s'il ne trouve pas de hêtre, il va bien falloir qu'il trouve autre chose, qu'il prenne autre chose. Et donc, ça nous permet de reconstituer l'évolution des cortèges végétaux proches de la charbonnière. Voilà. On peut faire de la pédoanthracologie, c'est-à-dire de l'anthracologie dans les sols. Dans tous les sols forestiers, il y a des charbons de bois. Si on fait un sondage d'arrière, on va trouver des charbons de bois, mais pas des gros. Souvent, ils sont petits, mais on peut identifier des charbons de bois jusqu'à 0,8 mm. Donc, et sur les sites verriers, eh bien, on a aussi des épandages de charbon qui peuvent être utilisés pour connaître les bois qui étaient utilisés par les verriers. C'est un exemple d'un replat où on a retrouvé un four verrier en forêt de Chantilly sur un lieu-dit qui s'appelle la Fontaine au Vert. Sur l'image LIDAR, on ne voit rien, mais sur le terrain, on voit des anomalies de végétation et on retrouve des morceaux de verre. Petit sondage carrière, on récupère dans la carrière tout un tas de choses, et puis des petits débris de verre. Vous voyez, il y a des petits débris de verre qui sont issus du four qui a été démembré, des petits débris de verre, des fragments de TCA, des fragments de four et des fragments de creuset, puisqu'on faisait fondre le verre, le sable, dans des creusets. Ces creusets ne servaient pas très longtemps parce que la chaleur était tellement intense qu'ils cassaient très très vite. Et puis on se débarrassait de ces scories de creusets. On retrouve des creusets avec des lèvres couvertes de verre. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'étudier les verres, mais d'étudier les charbons qui étaient utilisés, les bois qui étaient utilisés par les verriers. Et on a des pratiques qui vont du XIIIe siècle jusqu'au XVIe et XVIIe siècle. Voilà. On peut faire de la dendroanalyse, on le fait assez peu au labo, on le fait sur des bois vivants, c'est-à-dire utiliser les principes de la dendrochronologie, mais pour savoir quel était l'environnement de l'arbre. Donc on a le matériel, mais on a une compétence, mais on ne peut pas trop solliciter la collègue en permanence, donc on le fait assez peu. Ici, on a une poudre prélevée dans une grange à proximité de la forêt de Chantilly. Vous voyez une croissance qui est totalement irrégulière. Il y a des phases de croissance très rapides, puis au bout d'un moment, ça se ralentit, puis après, croissance très rapide, et ensuite, ça se ralentit. On est dans un régime de taillis sous-futé, où dès qu'on fait une éclaircie, l'arbre en profite et grossit très vite. Puis ensuite, il est étouffé par le taillis qui pousse rapidement, et il a une croissance plus lente. Donc c'est une croissance qui n'est pas régulière. Voilà. On a dans notre unité de recherche un géoarchéologue, ce qui nous permet aussi de travailler sur des études géoarchéologiques de mares, et on l'a fait surtout en forêt de Compiègne, où on a des résultats qui sont intéressants. On cherchait beaucoup de pollen fossiles pour faire des études palynologiques. En fait, en forêt domaniale, enfin dans toutes ces forêts de chasse, les mares ont été très souvent curées, et même quasiment systématiquement. Et donc c'est très rare de trouver des mares intactes où on a des enregistrements sédimentaires intéressants. C'est soit des mares argileuses, et dans ce cas-là c'est homogène, on ne voit pas grand-chose, soit des mares avec des sédiments sableux, mais quand elles sont curées, il y a un hiatus chronologique qui est important, et donc ça pose des problèmes importants. Ce qui fait que pour la palynologie, on est obligé d'utiliser des données palynologiques sur les grandes vallées, notamment la vallée de l'Oise, où il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais en cœur de massif, on manque de données palynologiques, et pour l'instant, on n'en a pas. Par contre, on pourrait, à partir des quelques mares où on a des enregistrements sédimentaires intéressants, aller vers une étude palynologique, mais il faut dégager les moyens. Donc, on verra dans l'avenir. Donc, on a beaucoup prospecté en forêt de Compiègne. On a sondé, je ne sais pas, une cinquantaine de mares. On en a trouvé deux ou trois intéressantes. Et puis là, on commence en forêt de Retz à faire la même chose. On en a sondé 8. On a sondé hier une autre zone. Et pour l'instant, on ne trouve rien. Mais on ne désespère pas, puisque l'exemple de Compiègne nous prouve qu'avec de la persévérance, on y arrive. Donc ensuite, on fait des sondages. Vous voyez, on a fait des sondages jusqu'à 2,40 m de profondeur. Ici, c'est un sondage où vous voyez, ce sondage de 2,40 m, on a des petites passes organiques et puis des petites passes sableuses, des zones organiques et des petites passes sableuses.
Et ça, c'est intéressant parce que quand on a une absence de couvert forestier, on a beaucoup d'érosion, et donc on a le sable qui file au fond de la mare, alors que quand on a des phases de boisement, au contraire, on a plutôt des apports organiques. Donc ça permet de dater ces phases, soit d'ouverture des couverts, soit de fermeture des couverts. Les datations du fond de ce prélèvement datent de 15 000 BP, c'est-à-dire qu'on remonte au Tardiglaciaire. On remonte au Tardiglaciaire et on peut renseigner ces phases érosives jusqu'au début de l'Antiquité. Et puis après, on a un hiatus pendant l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge. On pense que la mare a été curée. Et donc on a un hiatus. Et à partir du milieu du Moyen-Âge, on retrouve encore une chronologie qui est cohérente. Donc on essaye actuellement de sonder d'autres mares, de trouver d'autres enregistrements. Pour essayer de trouver des mares intéressantes, parce qu'après, il y a beaucoup d'études analytiques qui sont un peu lourdes et qui demandent beaucoup de moyens. La granulométrie laser, ça ne nous revient à rien parce qu'on a le granulomètre sur place. La perte au feu, c'est la même chose. Mais par contre, la spectrométrie, la spectroscopie, donc l'ICPES, il faut payer des fluides qui sont assez importants. Donc ça nous coûte pas mal d'argent. Donc il faut que le jeu envahisse la chandelle. Et les datations C14, c'est pareil, c'est quand même relativement coûteux. Il faut quand même avoir un petit budget. Donc voilà. Donc c'est aussi un élément qui permet d'aller au-delà de la chronologie que j'avais proposée du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, en remontant jusqu'à la protohistoire, voire avant la protohistoire. Alors c'est notre dernier jouet, c'est la spectrométrie de CRF, spectrométrie par fluorescence des rayons X. C'est un appareil qui permet d'émettre des rayons X et pour pouvoir déterminer les éléments chimiques d'une matrice. Ces éléments chimiques d'une matrice, alors on n'arrive pas à déterminer les éléments légers, hein, donc le silicium, le potassium, le chlore, l'argon, etc. On n'arrive pas à les déterminer, mais les éléments chimiques en jaune sont déterminés par l'appareil. Ça veut dire qu'on peut déterminer des anomalies dans les propriétés des sols, notamment par exemple sur des fours verriers, puisque les verriers utilisaient des oxydes métalliques pour colorer leur verre, et on peut avoir des anomalies. Sur les sols de la Grande Guerre, on peut aussi voir la pollution des sols par des métaux lourds, par les éléments traces métalliques. Donc pour l'instant, on est en train de créer un référentiel du fonds géochimique régional, parce que j'ai à ma disposition un référentiel du fonds géochimique national, mais qui ne convient pas totalement au fonds géochimique régional. Donc actuellement, on crée le référentiel et on pourra ensuite travailler dans de bonnes conditions avec ce spectromètre, qui demande des conditions un peu particulières, puisqu'il émet des rayons X, donc il y a un suivi médical, et moi je suis astreint à 930 tirs par an, et rien de plus que 930 tirs par an. Voilà. Et on est 5 à pouvoir utiliser l'appareil. Voilà. Donc voilà les méthodes qu'on met en œuvre. Hein. Vous voyez, c'est des méthodes qui sont quand même importantes. On a un laboratoire qui a quand même pas mal de moyens. Nos limites, c'est des limites liées aux moyens humains, parce que ça demande quand même beaucoup de temps de traitement des données. Hein. On peut dire que pour une journée de terrain, on peut avoir parfois 3 semaines de laboratoire, hein, donc ça peut être très long et ça demande beaucoup de moyens humains, donc beaucoup de stagiaires et beaucoup de collègues motivés, une équipe d'une vingtaine de titulaires. Et puis ça demande de l'imagination, puisqu'on a des moyens, mais après il faut essayer d'en tirer des choses, parce que en fait c'est souvent des moyens qui sont utilisés pour faire de l'écologie, par exemple la spectrométrie, on fait de la pédologie, mais qui sont moins utilisés sous l'angle de l'histoire. Et donc utiliser ces moyens sous l'angle de l'histoire, ça demande beaucoup de discussions scientifiques, et ça peut être intéressant et stimulant. Voilà. Alors, on va en venir maintenant aux résultats et l'évolution des surfaces boisées. Puis je vais vous faire un tableau rapide de l'évolution de ces surfaces, ou de l'évolution de l'occupation du sol dans ces 3-4 forêts du sud de la Picardie. Ici, j'ai un schéma qui avait été proposé par Paul Arnoux et Micheline Authia. Paul Arnoux, un grand géographe qui avait travaillé sur la forêt, Micheline Authia aussi, sur l'évolution des surfaces boisées
depuis le néolithique, avec l'idée qu'au néolithique, on avait quelque chose, une surface qui était fortement couverte de forêts, qu'à partir de l'occupation romaine, bon, les Romains arrivent dans une Gaule chevelue, qu'à partir de l'occupation romaine, on a des défrichements, des déboisements importants, qu'au Moyen-Âge, hop, la forêt regagne un petit peu, qu'à l'époque médiévale, on va avoir des défrichements importants, et puis qu'on est à l'étiage des surfaces forestières dans les années 1820, hein, et qu'ensuite on arrive vers ce qu'on appelle la transition forestière, avec un doublement des surfaces. On était à 12-13% des surfaces forestières du territoire national dans les années 1820-1830. Aujourd'hui, on est environ à 30% du territoire national. Ça veut dire que la moitié des forêts en France sont des forêts qui ont moins de 200 ans et l'autre moitié à plus de 200 ans. Ça marche globalement à l'échelle nationale, mais par contre, à l'échelle de nos territoires, il y a plein de choses qui sont différentes et ça marche pas totalement. Alors, qu'est-ce qu'il en est à l'échelle de nos forêts dans l'Antiquité? Si on prend déjà la carte archéologique, eh bien on s'aperçoit qu'on a énormément de sites archéologiques. Beaucoup sont indéterminés, mais beaucoup datent aussi de l'Antiquité. Plus de 300 sites archéo qui sont recensés en forêt de Compiègne. En forêt de Retz, l'inventaire est en cours. En forêt de Chantilly, l'inventaire est en cours, mais on a exactement la même chose avec une ancienne voie romaine, qui, comme toutes les voies romaines, s'appelle la chaussée Brunehaut, qui va de Soissons à Senlis, et puis 2 agglomérations secondaires, avec des thermes, avec un théâtre, avec de l'artisanat, la ville des Gaules, la carrière du roi et Changy. Donc, où était la forêt dans l'Antiquité en forêt de Compiègne? Pas même là, parce que là, on a pu démontrer que c'était une zone de lande. Donc, dans l'Antiquité, on avait des landes et probablement des landes pâturées. Voilà le parcellaire antique en forêt de Compiègne. Donc, dans ces zones de sable soufflé, on est dans des zones de landes. On a un réseau vivrier qui est important, et puis on a des parcelles partout. On a 3 grands types de parcelles. On a un parcellaire qui est important, et je vais vous montrer ce que ça donne sur les images lidar. Vous avez la chaussée Brunehaut, qui est un monstre, hein, elle mesure 5 mètres de haut, elle est vraiment gigantesque. Et puis tout autour, vous avez des parcellaires qu'on peut voir ici, hein, de manière importante, des parcellaires, et puis des fosses ici, que dans la littérature scientifique on appelle des dépressions closes, mais qui sont des fosses de marnage, c'est-à-dire qu'on est sur des luvisols, sur des sols acides, et les paysans de l'Athènes et de l'époque romaine ont creusé dans ces sols acides pour récupérer les calcaires grossiers du Lutétien qui étaient sous-jacents pour amender leurs champs. Et pour nous, ça nous sert d'élément de datation, puisque ces fosses ont été comblées, et on a des datations qui remontent à l'Athènes. Ça veut dire que les plateaux en forêt de Compiègne étaient déjà déboisés pendant la conquête romaine. C'était déjà ouvert pendant la conquête romaine. Il y avait déjà un parcellaire. Et ensuite, eh bien, pendant la période romaine, probablement le peuplement a dû se densifier, puisqu'on a beaucoup d'habitats qui datent de l'Antiquité, hein, mais c'était déjà déboisé à l'époque romaine. En forêt de Retz, premières images lidar qu'on analyse en forêt de Retz il y a 6 ans, on trouve une villa gallo-romaine. Et on est allé sur le terrain avec le service régional d'archéologie et avec un détectoriste, avec un détecteur de métaux, et on a trouvé des monnaies du 1er siècle de notre ère. En forêt de Chantilly, et donc le parcellaire, voilà le parcellaire en forêt de Retz. C'est un exemple de parcellaire en forêt de Retz, ça ressemble à la forêt de Compiègne. Et en forêt de Chantilly, le relevé lidar date de 2023, il y a des prospections tous les ans qui ont été faites, et voilà le parcellaire que l'on retrouve. C'est exactement la même chose. Donc, dès qu'il y a un relevé lidar, c'est pareil en forêt de Haye, c'est pareil en forêt de Fontainebleau, c'est pareil en forêt d'Ambouillet, c'est pareil en forêt de Saint-Germain-en-Laye. Dès qu'il y a un relevé lidar, on trouve du parcellaire antique. Pareil en forêt de Crécy-en-Ponthieu, on trouve du parcellaire antique. Donc, où était la forêt dans l'Antiquité, dans le nord de la France? Il y a 20 ans, je vous aurais dit peut-être dans les vieilles forêts, mais aujourd'hui, je ne mettrai pas ma main au feu. Je ne sais pas où était la forêt dans l'Antiquité, et je pense que les densités étaient plus élevées que ce qu'on imagine aujourd'hui.
était déjà dans un monde plein avec des densités plus élevées. Donc, densité très forte, et la forêt, il n'y a quasiment pas de forêt. Et donc, dans l'Antiquité, on a des espaces majoritairement déboisés, processus sans doute antérieur, puisqu'on a des datations qui remontent à l'Athènes. Au IIIe et IVe siècle, abandon des sites d'habitat, et on a des abandons avec des destructions, des traces de destruction. Donc abandon des sites d'habitat, et on sait qu'au VIe siècle, et là on le voit dans les textes, ces espaces sont considérés comme des espaces boisés, avec le terme de sillois, et donc on a de la forêt, notamment le terme de forêt de Cuise, qui regroupe la forêt de Compiègne, mais aussi la forêt de Retz. Au départ, dans les textes du Haut Moyen-Âge, forêt de Cuise, on ne sait pas où qu'elle s'arrête, c'est Retz et Compiègne. Et puis, à partir du IXe siècle, on va distinguer la forêt de Retz et la forêt de Compiègne. Voilà. Il y a des défrichements. Il y a des défrichements avant le XIIIe siècle, mais ils vont être stabilisés à partir du XIIIe siècle. Il existe des défrichements, notamment, vous prenez la forêt de Retz. La forêt de Retz, elle est faite de plein de clairières. C'est une forêt de clairières. Il y a 320 km de lisière, elle est trouée de partout. Donc il y a eu des phases de défrichement, notamment les ducs et comtes de Valois qui ont accordé aux abbayes locales, aux seigneurs locaux, des possibilités de déboisement, à des titres divers, à titre privé, au titre de tréfonds, qui sont des droits d'usage supérieurs. Et donc, on a des phases de déboisement qui vont s'arrêter quasiment à partir de l'incorporation de la forêt de Retz dans le domaine royal, c'est-à-dire 1214. Et là, on va avoir les grandes enquêtes de Philippe Auguste qui vont arrêter ces phases de déboisement et stabiliser les surfaces. Stabiliser les surfaces et même récupérer de temps en temps des petits patchs forestiers en lisière. Donc en fait, ce sont des forêts qui nous semblent homogènes, mais en réalité, notamment en lisière, il y a des petits patchs forestiers qui ont pu être récupérés jusqu'au XIXe siècle. Donc ça peut poser des problèmes parfois d'interprétation quand on travaille sur l'histoire de l'occupation du sol. Et puis, 18e, 19e siècle, on a des phases de reboisement et de restauration des peuplements avec une capitalisation qui va être très forte. Ça veut dire que dans nos forêts, alors ça c'est un mouvement assez général, je vous avais dit, on distingue les forêts anciennes des forêts récentes, en France ou ailleurs. Les forêts récentes, c'est des forêts qui n'existaient pas avant l'étiage forestier des années 1820-1830, qui se sont constituées par reboisement ou par accrue, simplement. Et les forêts anciennes, c'est des forêts qui existaient avant les années 1820-1830. Dans la France du Nord, on a beaucoup de forêts qui sont des forêts anciennes. Et nos forêts, ici, du sud du département, sont des forêts anciennes. Il y a peu de forêts récentes. Mais on a des petits patchs qui sont dans une matrice forestière ancienne, on a des petits patchs de forêts récentes. Ça veut dire qu'on va voir des cortèges végétaux qui sont différents. Dans les forêts anciennes, on a beaucoup de plantes qui sont purement forestières, qui se propagent par rhizome, par stolon, par bulbe, et donc qui vont se propager de proche en proche très lentement, donc des cortèges végétaux très particuliers, alors que dans les forêts récentes, on a beaucoup de plantes qui sont des plantes banales qu'on trouve aussi dans l'espace agraire et qui se développent fortement par graines, soit amenées par le vent, soit amenées par les animaux, par exemple le gaillet. Donc c'est des plantes plus banales qui ne sont pas purement forestières. Et donc quand on va sur le terrain, au mois de mai-juin, on peut, quand on regarde la flore, savoir si notre patch, c'est un patch de forêt ancienne ou un patch de forêt récente, et ça traduit l'évolution des usages. Et donc, on a des collègues qui peuvent travailler sur la vulnérabilité des peuplements sur une forêt récente par rapport à une forêt ancienne. Enfin, il y a des débats qui sont assez importants sur la résilience des peuplements face au changement climatique entre forêt ancienne et forêt récente. Voilà. Alors, je reviens à des aspects historiques. Jusqu'au XVIIIe siècle, en tout cas jusqu'au XVIIe siècle, on a des forêts qui sont restées multifonctionnelles, et notamment par l'importance des droits d'usage. Les droits d'usage sont des droits qui ont été accordés par les propriétaires forestiers. Ici, les propriétaires forestiers, c'est le roi en forêt de Compiègne, c'est le roi en forêt de Retz, et ensuite les apanagistes, notamment le duc d'Orléans. C'est la famille de Montmorency en forêt de Chantilly. Et donc les propriétaires, s'ils veulent fixer des habitants, fixer des populations, accordent aux habitants des droits, aux habitants, aux seigneurs riverains éventuellement, aux abbayes voisines, aux hôpitaux, aux hôtels-dieux voisins. Et alors on arrive à avoir des sources historiques surtout
pendant les réformations du milieu du XVIIe siècle. Donc avant, les sources sont plus éclatées, dans des chartes, on peut avoir des mentions de droit d'usage, mais ça reste, c'est plus difficile de les cartographier. À partir du milieu du XVIIe siècle, là on peut avoir une cartographie précise. Ces droits d'usage en forêt de Compiègne, ils sont considérables. Alors ce sont des droits d'usage qui portent sur la possibilité de prendre du bois, soit du bois vif, soit du bois mort, et des possibilités d'amener des troupeaux en forêt, généralement des porcs et des bovins. En forêt de Compiègne, on a, la forêt de Compiègne fait 14 500 hectares, on a 14 000 bêtes qui pâturent dans la forêt. C'est pas, alors un porc, ce n'est pas une unité de gros bétail, mais vous imaginez la charge en animaux qui est considérable jusqu'aux réformations du XVIIe siècle. Ce sont les vaches des communautés d'habitants, et ce sont des porcs. Alors les porcs dans le sud des Hauts-de-France, il y a une vraie transhumance forestière. Ce sont les gros fermiers de l'Île-de-France qui ont des gros troupeaux de porcs, qui vont louer la Pesson, la Glandée, qui vont amener leurs porcs de novembre, du 11 novembre jusqu'à la Chandeleur au 2 février. Ils mangent tous les glands, ils mangent toutes les faines, et puis ensuite on les vend après le 2 février. Donc une charge en animaux qui est très importante et qui va avoir des conséquences très importantes sur les régénérations forestières et sur les peuplements forestiers. En forêt de Retz, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on a à la fois des droits d'usage et des droits de tréfonds. Les droits d'usage sont principalement accordés aux communautés voisines, mais ce sont des droits qui ne sont pas gratuits, sont payants. Donc c'est une particularité. Et puis on a aussi des traits fonciers. Alors c'est un droit qui est supérieur au droit d'usage, mais inférieur au droit de propriété. On peut dire que les traits fonciers sont propriétaires du fruit, mais pas du fond. Et on a donc le seigneur de Montgobert, l'abbaye de Lompont, l'abbaye de Saint-Rémy à Soissons, qui sont de grands traits fonciers. Et donc on a 20% de la forêt qui sont soumises à des droits de tréfonds, avec beaucoup d'animaux, le droit de prélever du bois aussi, de vendre du bois. Donc on a un impact de ces communautés et de ces droits d'usage qui reste important jusqu'à la Révolution française, même si ces droits d'usage vont être fortement rognés au XVIIe siècle pendant les réformations de Louis XIV et de Colbert. Les droits sont fortement rognés. Le plus simple, en fait, ce qu'on dit, c'est que les communautés d'habitants qui n'ont pas de texte écrit vont perdre leurs droits d'usage. Mais comme on est ici dans des pays de droit oral, il y a beaucoup de communautés qui n'ont pas de texte écrit. Et donc ça permet de limiter. Toute l'économie du port, elle est très florissante jusqu'au XVIIe siècle. Elle va s'effondrer véritablement à partir du règne de Louis XIV. C'est une particularité là, de nos forêts. Forêt multifonctionnelle, ça veut dire qu'il y a des usages, des utilisations qui sont aussi industrielles. Donc en forêt de Compiègne, on a une vingtaine de petits fours verriers qui fonctionnent du XIIIe jusqu'au XVIe siècle. Et à partir de la fin du XVIe siècle, on va avoir une concentration de la production dans des unités de production beaucoup plus importantes. À Compiègne, c'est le four d'en haut qui va concentrer la production au XVIIe siècle. Donc on trouve des fours verriers à Compiègne, on en a trouvé un à Coix, on en a trouvé un à Retz, on en a trouvé un, mais il en existe dans les textes 4. Et puis Saint-Gobain, que j'avais étudié pour ma thèse, ça n'arrive pas comme ça. Je suppose que au XIIIe, XIVe siècle, il devait y avoir ces petits fours verriers, très très probablement. Mais on ne les a pas encore trouvés. Mais il ne faut pas désespérer, on devrait trouver une production verrière antérieure aux gros établissements qui se créent au XVIe, au XVIIe siècle. Donc en fait, il n'y a pas de production sidérurgique. La production sidérurgique, elle est là où on trouve des minerais de fer, donc dans le Bassigny, dans l'Argonne, dans l'Ardenne, dans les collines du Perche. Mais on a des sables de qualité et beaucoup de forêts. Et donc on a une multiplicité de petits fours verriers avec des traditions verrières importantes dans les marges champenoises et picardes, en Argonne, en Lorraine et puis dans la vallée de la Brenne. Donc là, on a des traditions verrières qui sont anciennes. Sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Sur l'imagerie d'art, c'est quasiment impossible de les trouver. Ici, ça ressemble à des charbonnières. Et puis quand on fait le relevé, on a des débris de verre.
Ici, on voit rien, on voit strictement rien. C'est parce que j'ai des mentions d'archéologues du 19e siècle qui ont dit qu'il y avait un four verrier, donc on a fait de la prospection, on a trouvé les débris de verre et l'emplacement du four. Et sur l'image d'Idar, on voit rien. Et ici, on a des petites langues. Au départ, je cherchais à ce niveau-là. Je ne trouvais rien, c'était des buttes sableuses. En fait, ici, on a des petites langues, des petites buttes un peu informes. Voilà mes fours verriers. À quoi ça ressemblait au Moyen-Âge? C'était des fours qui faisaient 5-6 mètres de diamètre, petits fours verticaux qui faisaient 5-6 mètres de diamètre. On enfournait du bois pour avoir donc des bois de gros calibre. C'est des bois refendus qu'on appelle de la billette pour avoir des flammes importantes. On dit que pour faire du verre, il faut que les flammes sortent des ouvreaux. Donc on a un feu extrêmement intense. On arrive à 1100, 1200 degrés. Puis il y a un moment, même avec des fondants potassiques, il faut quand même monter assez haut. Donc il y a des moments où on monte. À Saint-Gobain, on montait jusqu'à 1400 degrés. Dans ces petits fours, on doit être en dessous. Mais pour faire fondre le verre, même avec des fondants potassiques, il faut monter fortement en température. Ça veut dire que les fours ils sont détruits très rapidement. Donc le verrier fabrique son petit four, exploite la forêt tout autour pendant 50 ans ou pendant quelques générations, puis au bout d'un moment la forêt est dégradée et puis il va créer un petit four ailleurs. C'est pour ça qu'on en a plus de 20 en forêt de Compiègne qui ont été tous abandonnés. Ce n'est pas encore des grosses unités de production, c'est des petits fours qui sont rapidement abandonnés. Je vous ai dit, le charbonnage, c'est limité, puisque le charbonnage était interdit, officiellement interdit, mais en fait, il a été circonscrit surtout. Et donc, on trouve quand même des replates charbonnières, mais ça ne couvre pas, comme à Saint-Gobain, une grande surface. C'est vraiment des petites zones très proches des routes qui permettent d'avoir du charbon. Pourquoi on ne produit pas beaucoup de charbon? D'abord parce que c'est interdit, et puis en plus, c'est des forêts qui ne sont pas des forêts industrielles où il n'y a pas de sidérurgie. Donc les besoins en charbon sont quand même limités. Dans nos régions, on ne se chauffe pas au charbon de bois. À Bruxelles, ils se chauffent au charbon de bois, mais dans nos régions, on ne se chauffe pas au charbon de bois. Mais Paris, qui n'est pas loin, la forêt de Retz est très bien reliée à Paris par l'Ourcq et la Savière. Paris, qui n'est pas loin, a besoin de charbon de bois pour les maréchaux ferrants, pour les forgerons, pour les brasseurs. Et donc, il y a quand même une demande en charbon de bois, mais qui n'est pas si considérable que ça. Donc, en fait, on a certains propriétaires qui vont orienter leur production vers le charbonnage, et puis d'autres qui vont pas en faire du tout. Ce qui fait qu'en forêt de Chantilly, bois du Lieutenant, bois Bonnet, il n'y a pas de charbonnière quasiment, il y en a une ou deux. Et puis en forêt de Coye, il y en a plein. Donc, ça veut dire qu'il y a des propriétaires qui ont eu des modes de gestion différents, ou des marchands qui ont produit du charbon. Voilà. Donc forêts multifonctionnelles et forêts qui appartiennent soit au roi, soit à des grandes familles aristocratiques, qui vont progressivement éliminer ces usages, éliminer ces fonctions multiples pour spécialiser les forêts dans la chasse. Et donc, c'est des forêts qui vont devenir progressivement des espaces cynégétiques. À long terme, puisque la forêt de Compiègne ou la forêt de Retz appartenaient aux fiscs mérovingiens, et c'était déjà des espaces de chasse au Moyen-Âge. Mais on avait des pratiques de chasse qui vont petit à petit se renforcer dans ces forêts avec des aménagements spécifiques dans ces forêts. Et c'est notamment la création de garennes. Alors, il faut se méfier de ce mot garenne, varenne, warenne, parce que ça désigne un parc à gibier, comme un breuil. Ça désigne un parc à gibier, mais en forêt de Compiègne, on a, au cœur du Moyen-Âge, des garennes à grosses bêtes. Donc on devait mettre du cerf, du chevreuil dans ces garennes à grosses bêtes. Ce n'est pas des garennes à lapin. Et les garennes à lapin commencent à apparaître au XIIe, XIIIe siècle. Le lapin se trouvait en Espagne, au sud de la France, mais n'avait pas franchi la Loire avant le XIIe, XIIIe siècle, et va être développé par les seigneurs, garennes seigneuriales, par les rois d'Angleterre, rois de France, pour la chasse, pour le plaisir de la chasse, mais aussi pour produire des peaux, pour produire de la viande, pour le commerce. Et les premières garennes ont été étudiées dans les années 70 par des archéologues britanniques. Et il y a eu des fouilles de garennes qui ont été menées en forêt du Val-Suzon et puis dans le centre Val-de-Loire, dans des contextes différents, des contextes beaucoup plus pierreux. Et on a essayé on avait beaucoup de mentions de garennes, et sur les images d'art, on a retrouvé tout un tas de
qu'on appelle des motaconyles, donc des buttes d'élevage de lapins, et il y en a certaines qui ont été dévalidées, mais en fait on a le réseau de motaconyles le plus important connu en Europe occidentale, des guérennes royales, hein, donc c'est gigantesque, c'est le réseau le plus important qu'on connaisse, mais en forêt de Retz, on en a aussi trouvé, en forêt de Chantilly, on en a trouvé aussi des réseaux moins importants. Ça veut dire que maintenant, dès qu'on a des images lidar, souvent on trouve des guérennes. Il devait y en avoir beaucoup avec des buts d'élevage de lapins. Alors ça donne sur le terrain, elle a été dégagée par un sondage archéologique, ça donne des buts qui sont beaucoup plus importantes que des charbonnières, puisqu'elles font 60-70 cm de haut, avec un creux au centre, je vous expliquerai pourquoi ensuite, sur un diamètre de 12 à 15 mètres. Donc c'est des grosses buttes qui sont des buttes de sable limoneux. Ce n'est pas totalement sableux, pour pas que le lapin soit écrasé sous le sable. Ce sont des sables limoneux qui sont récupérés sur place généralement. Et quand on... Donc, on n'a pas trouvé d'iconographie française, mais sur des sautiers anglais, on a des représentations de motaconyles qui datent du bas Moyen-Âge, avec des chasses sur ces motaconyles et de l'élevage de lapins. Et dans les traités des agronomes, on décrit aussi comment monter la motaconyle, qu'est-ce qu'on peut faire pour élever des lapins. Un sondage en forêt de Compiègne sur la motte 8, où vous voyez, alors on ne voit pas grand-chose, je ne sais pas si dans la deuxième image, oui, on a les éléments avec les terriers. Au départ, en fait, on ne voit rien. Comme on est sur du limon sur limon, c'est presque la même couleur. Et ce que vous voyez, c'est un réseau de pierres déjà. C'est-à-dire qu'au niveau du creux, il y a tout un tas de pierres. Et là, on est sur les plateaux en forêt de Compiègne, où ces pierres, il a fallu aller les chercher à 5 km. On a pris des charrettes ou des ânes, on est allé les chercher à 5 km. On a des grès qui ont été récupérés en forêt de Retz et on les a mis ici. Pourquoi on met des pierres au sommet? Alors, dans d'autres contextes, on peut créer des galeries avec des pierres, mais là, on n'a pas de galerie créée avec des pierres, mais on a des pierres au sommet. Et ces pierres au sommet, on pense que c'est pour empêcher les lapins de creuser vers le haut, pour les forcer à creuser sur les côtés, et pour empêcher les prédateurs de gratter probablement. Donc on a tout un tas de pierres au sommet, de pierres plates, sur un rang, et puis sous les pierres, eh bien, on a des galeries qui font 8-10 cm de diamètre. Les lapins de l'époque n'étaient pas très gros, hein, il n'y avait pas de sélection pour créer le géant des flancs. Et qu'on voit peu à l'œil, il y a des petites différences de couleur, il y a surtout des grosses différences de texture, c'est beaucoup plus sableux alors que les éléments sont plus argileux. Et donc qu'on peut suivre très facilement. Donc, voilà. Ce qu'on voulait en fait, c'est pas renseigner seulement les pratiques de chasse, mais essayer de récupérer des écofacts, c'est-à-dire des excréments de lapin, éventuellement des ossements de lapin, parce qu'avec des ossements de lapin, on peut faire de l'ADN ancien et connaître même le pelage du lapin et la couleur du pelage du lapin. Mais on n'a pas pu parce qu'on est sur des contextes acides et donc tous les écofacts ont été mangés par l'acidité du sol. Il y a des conditions taphonomiques qui sont différentes. Donc là, on a l'objectif, maintenant que le protocole est bien calé, de travailler sur des garennes en contexte calcaire pour essayer de récupérer des écofacts. Par contre, on a récupéré des charbons de bois qui permettent d'avoir des datations assez précises de ces structures. On a des structures qui ont été actives du XIIIe au XVe siècle. Ensuite, abandonnées au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, c'est de la forêt. Ce n'est pas de la forêt avant le XVIe siècle. Et à partir du XVIe siècle, c'est de la forêt. Toutes ces garennes, elles sont aux limites de la forêt, en lisière. Et donc, il faut imaginer qu'en lisière, il n'y avait pas de forêt. C'était très ouvert avec ces garennes qui étaient ouvertes. On a aussi, mais à partir du règne de Louis XIV, des parquets à faisans. Des parquets à faisans. Aujourd'hui, il y a encore l'espace de la faisanderie. Et en forêt de Compiègne, on avait 7 parquets à faisans. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le parquet de la Landeblin à partir de l'image lidar. À partir de l'image, il y a 2 traitements différents. Mais vous voyez, il y a le parcellaire actuel, et puis autour du parcellaire actuel, on a d'anciens murs. C'était des murs en pierre et terre. Donc d'anciens murs, et puis vous voyez, ici, on a un système de drainage. Ils ont besoin d'eau. Donc on a un système de drainage qui alimente des petites mares. Donc là aussi, c'était des patchs qui étaient très ouverts. On n'était pas en système forestier. On avait des petits buissons pour que les faisans puissent se percher le soir. Et puis, on avait des plantations de sarrasin, d'orge, de topinambour pour assurer l'alimentation
l'alimentation des faisans. Voilà ce qu'on peut retrouver sur le terrain. Sur la faisanderie, bon, on a encore des murs en élévation, mais ailleurs, tout a été abandonné. Aujourd'hui, c'est sous couvert forestier. Mais ce sont des forêts récentes avec des anomalies de végétation qui sont assez notables. On n'a pas d'essence d'espèces forestières proprement dites. On a des espèces de forêts récentes, avec toujours les mares qui aujourd'hui sont protégées pour d'autres raisons, pour la biodiversité, mais qui servaient à l'alimentation des faisans. Et puis, progressivement, eh bien, ces trois forêts ont été orientées vers la chasse à courre du cerf, qu'on appelle la vénerie, à partir du XVIe siècle. Il y avait de la chasse à courre auparavant, mais la vénerie se formalise d'une certaine manière, se normalise au XVIe siècle, et on va aménager ces forêts pour la chasse à courre du cerf, chasse à courre du roi de France, généralement chasse en septembre, Louis XIV et Louis XV, chasse à courre du duc d'Orléans, ou et en forêt de Chantilly, la famille Montmorency, le duc d'Aumale vont aussi chasser à courre. La particularité de ces forêts de chasse traitées pour la vénerie, c'est qu'on va multiplier les carrefours en étoile. Le carrefour en étoile est une structure qui permet d'améliorer l'action de chasse. Quand on chasse à courre, on ne va pas chasser avec une meute, mais avec 3, 4 meutes. Généralement, on lâche les chiens les plus jeunes au début. Ils sont tout fous, ils n'ont pas d'expérience, mais ils peuvent courir longtemps. Et puis les vieilles meutes qui ont une forte expérience, on les lâche à la fin. Et donc, si votre forêt n'est pas aménagée, on ne voit pas le passage du gibier. Si votre forêt est aménagée, ici on a le carrefour du Puy du Roi, qu'on considère comme le premier carrefour en étoile en forêt en France, 1521. J'échange avec des collègues en Europe, en Grande-Bretagne, en Suède, qui me disent, nous on les voit apparaître au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais pas au XVIe siècle. Donc ça serait sans doute l'un des premiers carrefours en étoile d'Europe occidentale. Et donc vous mettez un observateur ici, avec une trompe, avec un chapeau, il va voir passer les animaux, des chevreuils, des sangliers, puis à un moment il va voir passer le grand cerf avec les chiens derrière, il va savoir que les animaux sont passés de tel canton à tel canton. Et à partir de ce moment-là, il peut donner un coup de trompe, agiter son chapeau pour activer le relais d'une autre meute. Donc ça permet d'avoir un système beaucoup plus efficace dans l'action de chasse. Premier carrefour en étoile, en forêt de Chantilly, début XVIe siècle, on va créer le carrefour en étoile de la table de Montgrésin. Et puis en forêt de Retz, on va aussi créer quelques carrefours en étoile. Donc Compiègne, regardez la carte, ça c'est une carte de 1673. Donc du règne de Louis XIV, le carrefour en étoile est antérieur d'un siècle, plus d'un siècle, un siècle et demi. Louis XIV fait ouvrir 54 routes, Louis XV, presque 400. Et donc, dans les cartes de Cassini, on a des carrefours partout en étoile. Et donc, les chasses de Louis XV, ça devait être un vrai travail d'état-major pour essayer d'activer les relais de multiples meutes. Ça devait être extrêmement complexe. Voilà. Donc ça impacte fortement à la fois les paysages forestiers, mais aussi les peuplements forestiers, puisqu'on a des surdensités d'animaux qui sont considérables. On chasse tous les prédateurs et on surprotège les animaux. Le roi ne chasse que pendant 15 jours, 3 semaines dans l'année, et puis le reste après, eh bien, les animaux prolifèrent, et on a des surdensités. Donc en fait, avant le XVIIe siècle, on avait beaucoup d'animaux domestiques, et puis à partir du XVIIe siècle, ils vont être remplacés par des animaux sauvages, le cerf et le sanglier, avec des surdensités manifestes, un petit peu comme aujourd'hui, on a des déséquilibres sylvo-synergétiques, et donc un impact sur les régénérations forestières qui est considérable et qui a des conséquences assez durables. Au XIXe siècle, on va faire la radia là-dessus et on aura beaucoup moins d'animaux, mais jusque la Révolution française, on a des vraies surdensités. Plus les dégâts de lapins, qui sont considérables, et qui resteront importants jusque la myxomatose 1952. Donc ça a des conséquences aussi sur les régénérations forestières. Forêt de Chantilly, le carrefour de la table de Montgrésin, là on est au XVIIe siècle, on a le même carrefour en étoile, le même système, et les mêmes systèmes de chasse. En forêt de Retz, il y a une particularité, on va créer plusieurs carrefours en étoile, mais on va créer aussi des grands parcs, puisque François Ier crée un très très grand parc, qui est le deuxième parc de chasse après Chambord, qui est gigantesque. Et il est tellement grand que le duc d'Orléans va l'abandonner et va créer un parc un peu plus petit.
c'est plus facile à gérer. Et ce sont les maisons des gardes du parc qui vont servir de premières maisons forestières à la fin du XVIIIe siècle. Donc on a la même chose, mais la forêt de Retz est restée quand même, c'est-à-dire que la chasse a dû se concentrer surtout sur le parc, et à la périphérie, ça reste multifonctionnel. Il y a encore de l'industrie, il y a encore du charbonnage, c'est moins spécialisé. Donc au total, quelles sont les conséquences écologiques et les conséquences sur les paysages? On a des forêts qui, jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle, sont des forêts furetées, un peu comme la forêt de Saint-Gobain. Le furetage, le terme a changé de sens aujourd'hui, mais à l'époque, c'est le prélèvement de-ci, de-là au gré des besoins. Ça signifie qu'il n'y a pas de parcellaire, et on va mandater un bûcheron pour abattre 3 chênes de 4 pieds de tour. Il va aller dans la forêt, il en voit un, il l'abat, il n'en a pas autour, il fait 2 km, il en abat un autre. Donc il prélève de-ci, de-là au gré des besoins. Et donc on a des peuplements qui ne sont pas réguliers, hein, et on n'a pas de coupe réglée. Et à partir du XVIe siècle, on va avoir des coupes réglées avec une normalisation des traitements, soit le taillis sous-futé pour des forêts avec des dominantes industrielles, notamment Saint-Gobain, mais Chantilly et Coix vont aussi être gérés en taillis sous-futé, Chantilly jusqu'à aujourd'hui, hein. Et Compiègne et Retz vont être conduites en futaies pleines. On pense que la forêt de Retz est l'une des plus anciennes futaies pleines de hêtres qu'on puisse trouver en France, hein, puisque déjà au début du XVIe siècle, c'est une futaie de hêtres et une futaie pleine de hêtres. Donc voilà les types de paysages qu'on peut avoir, avec parfois des problèmes de régénération, parfois des régénérations qui fonctionnent bien, ça dépend des types de sols, ça dépend des cas, mais globalement, hein, on pourrait rentrer dans le détail, mais globalement, voilà les types de paysages forestiers qu'on peut avoir. On a dans toutes ces forêts des forêts très ouvertes, hein, une forte ouverture des peuplements. Ce n'est pas des forêts très capitalisées, ce n'est pas des forêts très fermées, c'est des forêts ouvertes. Ouvertes à cause de la dent des troupeaux domestiques, ouvertes à cause de la pression du gibier. En forêt de Compiègne, on a eu une phase de boisement, de reboisement, à partir des plantations de paneliers d'Annelle dans les années 1770. Jusqu'à aujourd'hui, la forêt de Compiègne a été fortement reboisée, et on a 45% de la surface de la forêt de Compiègne qui a été reboisée depuis 1770. C'était soit des zones totalement ouvertes, soit des zones très décapitalisées qu'il a fallu reboiser. Donc, ces forêts, c'est des forêts où on a beaucoup de friches, beaucoup de landes. La forêt de Retz, elle bénéficie de meilleurs sols, mais dans la partie sud, où on a des sables, on a aussi beaucoup de friches, beaucoup de landes, les bruyères de Gondreville, par exemple. Et forêt de Chantilly, là aussi, c'est extrêmement ouvert jusqu'à aujourd'hui. Donc des paysages qui sont très ouverts et qui vont se refermer au XIXe siècle dans la phase de restauration des peuplements par l'Office national des forêts, enfin l'administration des eaux et forêts à l'époque, qui va restaurer les peuplements, faire des grandes campagnes de plantation. Elles commencent au XVIIIe siècle, mais elles vont se continuer au XIXe siècle, pour avoir une forte capitalisation. Et en fait, à partir du milieu du XIXe siècle, on va couper beaucoup moins que l'accroissement annuel moyen. Ça veut dire qu'on va avoir une phase de capitalisation qui se termine dans les années 1990-2000, où là, on va décapitaliser ou réouvrir davantage, avoir des sylvicultures plus dynamiques. Mais entre 1840, 1850 et la fin du XXe siècle, on a plutôt une phase de capitalisation des peuplements dans ces forêts. Ce qui fait que les paysages forestiers qu'on voit aujourd'hui ou qu'on voyait il y a 20 ou 30 ans, ils étaient le résultat de cette phase de capitalisation. Ce n'est pas quelque chose de pas stable du tout, mais résultat de cette phase de capitalisation du XIXe siècle. Donc jusqu'aux aménagements du XIXe siècle, on a au contraire des faciès régressifs, c'est-à-dire une dégradation progressive des peuplements. Là, je vous montre un des diagrammes anthracologiques qui est le plus pédagogique et presque le plus caricatural. On est sur une charbonnière au sud de la forêt de Compiègne, qui a été datée pour sa base au XIIIe siècle et pour son sommet au XVIIIe siècle. On
Donc pour le 18e, 19e siècle, sur les datations C14, on a plus d'imprécision. Par contre, pour le Moyen-Âge, on a des datations C14 qui sont beaucoup plus fiables. Donc la base, elle est vraiment 13e siècle. Et puis, on arrive au 18e, 19e siècle, au sommet. Et donc, chaque bande est une strate dans ma charbonnière, hein, les strates les plus profondes, et puis la strate de surface. Puis ici, on a le nombre de taxons, les effectifs qui ont été déterminés, hein, le nombre de charbons qui ont été déterminés, les charbons qui sont vitrifiés, et puis après, les différentes espèces. Donc Prunus, le noisetier Corylus, Tibia cordata le tilleul, Phallus sylvatica le hêtre, Juglans du noyer, des pommiers poiriers, l'érable, le saule, Populus, c'est probablement Populus tremula, le tremble, Bétula, donc du boulot, et puis d'autres feuilles. Qu'est-ce qu'on a au XIIIe siècle? Eh bien, au XIIIe siècle, dans cette parcelle-là, on n'a que du hêtre. Vous voyez, il n'y a que du hêtre. Donc, on est sur une forêt probablement mature, sur un faciès qu'on dirait, un peuplement qu'on dirait climatique, une formation nature. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous voyez, la part du hêtre va régresser, et elle va régresser très rapidement, hein, jusqu'à devenir jusqu'à 17%. On est quasiment à 100%. Au XVIIIe siècle, on n'a plus que 17% de hêtre. Le charbonnier, il a envie d'avoir du hêtre, parce que ça fait du bon charbon, mais il n'en trouve pas. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver autre chose, du tremble, énormément de tremble, et du boulot. Et donc, en fait, on a des parcelles qui ont été très fortement coupées. Le hêtre ne rejette pas de souche, donc c'est autre chose, c'est des essences de lumière, c'est des bois blancs qui poussent. Et ces parcelles qui sont très fortement éclairées, fortement impactées soit par la dent du gibier, soit par des coupes à blanc qui ont été très fortes, eh bien, permettent à des essences de lumière, qui sont des essences pionnières, de s'exprimer, le tremble, le bouleau, et puis tout un tas d'autres espèces, le noisetier, l'érable, etc. Donc ça, c'est assez caractéristique de cette régression de ces formations matures, de cette régression du hêtre, et puis de l'explosion des essences de lumière au XVIIe, XVIIIe siècle. En forêt de Saint-Gobain, avec les coupes très fortes opérées pour la verrerie, on avait la même chose, hein, une régression du hêtre, une augmentation du chêne au départ, et ensuite une augmentation des bois blancs. Donc on a des forêts à la fin de l'époque moderne, qui sont des forêts très ouvertes, décapitalisées, avec beaucoup d'essence de lumière, et beaucoup moins de hêtre, beaucoup moins de chêne. La hêtraie cathédrale qu'on a encore en forêt de Retz, qu'on avait en forêt de Compiègne il y a 20 ou 30 ans, c'est le résultat d'une sélection, voire d'une plantation, par les forestiers du XIXe siècle. Les paysages forestiers évoluent très, très rapidement. Voilà. Théoriquement, mon intervention s'arrête à la fin du XIXe siècle, à la Première Guerre mondiale, mais on est quand même dans des forêts qui ont été impactées. Elles ont été moins impactées, bien entendu, que la forêt de Saint-Gobain, que la forêt de Vauclair, que le bois de Pinon. Ça, c'est une évidence. Mais pensez que sur Retz, les opérations du 18 juillet 1918 ont très fortement impacté plus de 4000 hectares qui ont été mitraillés. Et donc, ça a un impact sur les sols, ça a un impact sur les peuplements qui n'est pas négligeable. En forêt de Compiègne, ça n'a fait que passer et l'impact est relativement limité. En forêt de Chantilly, c'est surtout l'impact de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on a eu des dépôts de munitions et des dépôts de carburant et des bombardements importants par l'aviation anglaise et l'aviation américaine qui impactent fortement les peuplements. L'impact sur les sols, malgré tout, reste relativement limité. On y a travaillé pour essayer de mesurer la pollution des sols par les métaux. En forêt de Vauclair et dans les bois de Sapégueule, Berry-au-Bac, on a je vous le dis de mémoire, mais on a atteigné 37 tonnes de métaux à l'hectare. Principalement du fer, mais aussi du plomb, du zinc, etc. En forêt de Retz, c'est négligeable. C'est vraiment... on a des éléments traces métalliques, mais la pollution est vraiment négligeable et elle est inférieure au seuil réglementaire. Donc il n'y a pas de souci. C'est des effets pépites en forêt de Retz, c'est-à-dire qu'il y a eu un obus, il y a eu des fragments métalliques. Autour du fragment métallique, c'est pollué, mais 2 mètres après, c'est pas pollué. Parce que ça n'a fait que passer, ça a été très intense, mais pendant quelques jours simplement. Donc les sols ne sont pas pollués ou pollués vraiment très ponctuellement. Il reste encore un petit peu de mitraille, mais
assez moins quand même qu'en forêt privée. Mais par rapport à Vauclair, c'est rien du tout. Voilà. Donc je termine, parce que l'heure passe. Donc bilan général, aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'histoire pour faire de l'histoire, on est bien obligé de travailler avec d'autres disciplines et de croiser des sources qui apportent des choses différentes. Les textes nous apportent beaucoup de choses à partir de l'époque moderne, un petit peu au Moyen-Âge, mais c'est quand même difficile. Donc on est obligé de travailler avec des écofacts, avec des données LIDAR. Les forêts du sud de la région sont des forêts anciennes, ça veut dire qu'elles existent au moins probablement depuis le haut Moyen-Âge, mais même si globalement ce sont des forêts anciennes, il peut y avoir des fragments de forêts récentes dans ces forêts anciennes. Et surtout, les paysages forestiers ont fortement évolué entre le haut Moyen-Âge et aujourd'hui. On peut dire qu'on avait des forêts très matures avec des peuplements fortement capitalisés au XIIIe siècle. Ensuite, à l'époque moderne, on a au contraire un impact anthropique et un impact des troupeaux et domestiques et sauvages qui est très important, donc des faciès très régressifs, et puis des paysages actuels qui sont héritiers de la reconstitution forestière des 19e et 20e siècles. Alors ça ne résout pas les problèmes de dépérissement et des problèmes actuels, mais en fait, dans ces sources-là, on trouve des phases de dépérissement. On trouve des dépérissements liés au petit âge glaciaire. Au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des phases de dépérissement qui existent. Ça veut dire que le dépérissement actuel, il n'est pas nouveau. Il y a déjà eu des phases de dépérissement et on peut le retrouver. Mais il y a encore du travail à faire pour bien le caractériser. Voilà. Bon, je reste là et puis je réponds à vos questions. Oui, je vous en prie. Oui. Oui. Il y a une pression importante en bois énergie. Exactement. Oui. Et rémanent. Alors, ça, c'est une évidence, c'est ce que je vous disais. On avait, jusqu'aux années 1820-1830, dans tous nos massifs, une demande extrêmement forte en bois. On était dans une économie du bois où le chauffage et le béton de l'époque, et le carburant de l'époque, c'était du bois. Donc, on avait une demande extrêmement forte qui avait des conséquences sur les paysages forestiers, avec une décapitalisation très forte, et sur les sols forestiers, puisque sur les sols les plus pauvres, soit des sols très calcaires, soit des sols très acides, on a probablement un appauvrissement des sols, notamment des phénomènes de podzolisation, qui ont été renforcés pendant le petit âge glaciaire. Donc un impact trop fort de découpe peut avoir un impact sur les sols, et durablement, puisqu'on le mesure encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, on est au contraire dans un processus où on coupe moins que la possibilité. La possibilité, c'est l'accroissement annuel moyen, si vous voulez. Donc à partir des années 1820-1830, on peut mesurer la possibilité, c'est-à-dire mesurer l'accroissement annuel moyen, et couper moins que la possibilité. À l'époque, on est dans une administration des eaux et forêts, et la fonction des conservateurs des eaux et forêts, c'est de conserver.
Depuis les années 60, on est passé à un Office national des eaux et forêts, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui doit équilibrer ses comptes. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont le budget est déséquilibré. Donc, ça a des conséquences aussi sur toute la sylviculture, en forêt privée comme en forêt publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande beaucoup parce qu'il y a une pression qui est importante et qui s'accroît, notamment en bois énergie, mais il y a d'autres besoins qui sont importants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les aménagements, on est proche de la possibilité. Globalement, on est proche de la possibilité. Il est possible que dans certaines forêts, on la dépasse, mais les forestiers ne sont pas des idiots. Hein. C'est des ingénieurs forestiers, ils connaissent bien leur boulot. Quand ils arrivent à mesurer leurs possibilités, ils peuvent tirer la sonnette d'alarme pour dire attention. Mais on est très proche de la possibilité. Alors ça dépend des forêts, parce que dans les forêts périurbaines comme Fontainebleau, on ne coupe plus rien. Parce que des forêts qui sont destinées à l'accueil du public, mais dans des forêts comme des forêts qui sont plus rurales, prenez Lyons-la-Forêt par exemple, ou Saint-Gobain, on peut demander le maximum de la possibilité de la forêt. Donc là, il faut être vigilant. Les forestiers le sont quand même, hein, quand on discute avec eux, ils sont quand même attentifs à ça, à ne pas demander trop et à pas... Mais c'est un point d'intention important parce que les forestiers de terrain, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, avec leur volonté de conserver les peuplements, et puis de l'autre côté, une direction générale qui leur impose des directives qui sont de plus en plus importantes parce qu'il y a une pression du marché qui est assez importante. Donc là, il y a une vigilance. En forêt privée, il y a des forestiers privés qui sont très consciencieux, et puis il y a d'autres régions où ça peut être vraiment des coupes à blanc, hein, des coupes rases. Donc c'est vraiment très varié parce qu'on a un panel de forestiers qui est assez varié. Donc je n'ai pas de solution, mais tout ce que je peux dire, moi, en termes d'écologie historique, c'est qu'une forte décapitalisation a des conséquences sur les sols sur des centaines, voire des milliers d'années. Nous, on trouve des propriétés de sol qui ont changé du fait de l'agriculture romaine. Vous pouvez dégrader un sol en quelques dizaines d'années, mais par contre, cette dégradation, elle va vous poursuivre pour des centaines d'années. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Voilà. J'avais une deuxième question concernant l'impact des évolutions climatiques dans le temps. Vous avez dû certainement observer Oui. des évolutions sur les variétés d'arbres. Actuellement, on a un réchauffement climatique, on a des arbres malades, des frères, des arbres malades. Donc, est-ce qu'il y a une recherche sujet sur prévoir l'évolution des variétés? Alors, ça, c'est même deux questions. En quoi les changements climatiques du passé ont impacté les peuplements et comment on peut anticiper sur les changements climatiques futurs. Moi, je peux y répondre plutôt à la première, plutôt qu'à la deuxième. C'est un autre travail. Mais sur le passé, en fait, on a des périodes climatiques qui vont changer avec des fluctuations d'1 à 2 degrés par rapport aux moyennes actuelles, qui sont une dégradation climatique au Moyen-Âge, l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire qui commence au bas Moyen-Âge, mais qui va se renforcer au XVIe, XVIIe, jusqu'aux années 1840. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que théoriquement, par exemple, pendant le petit âge glaciaire, on devrait avoir des espèces favorisées, par exemple le hêtre serait favorisé par le petit âge glaciaire, hein, puisque le climat est plus humide, plus frais, et a priori, ça favoriserait le hêtre. Et ce que vous voyez là, c'est qu'au contraire, le hêtre est défavorisé. On a au contraire des essences de lumière qui se développent. Ça veut dire que l'impact anthropique est plus fort que l'impact climatique à l'époque moderne. Et ça, on le revoit assez souvent. Mais c'est un impact négatif, ce n'est pas un impact positif. Par contre, dans les reboisements, les replantations et la période de reconstitution forestière du 19e et du 20e siècle, l'attiédissement, l'amélioration du climat a favorisé les forestiers. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les forestiers avaient des facilités pour faire des régénérations, parce qu'ils avaient un climat qui était assez favorable. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué, parce que il y a des étés, il y a des stress hydriques, il y a des canicules, et donc ils ne sont pas favorisés dans leur boulot, alors que les générations d'avant étaient favorisées par le climat. Alors, dans l'avenir, le problème, c'est qu'on ne sait pas
comment va évoluer le climat, parce qu'on a des schémas qui peuvent, des modèles qui, alors c'est bien que le modèle à 1,5 degré, il est déjà dépassé aujourd'hui, on peut avoir des modèles à 4 degrés, mais on a aussi des modèles où on aurait un climat de type polonais, si le Gulf Stream se décale, et on aurait des hivers très froids et des étés chauds. Donc on a plusieurs modèles, et face à ces modèles, toutes les essences ne sont pas forcément adaptées. Donc là, on a des écologues dans notre unité de recherche, par exemple, qui travaillent sur la modélisation de ces espèces, mais il y a tellement de variétés possibles que en fait, la stratégie, c'est de ne pas faire feu de tout bois, c'est de faire feu de tout bois, pardon. C'est de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, et puis d'essayer de faire des petits patchs différents. Pour l'instant, en fait, on est dans un aveuglement complet. Par contre, c'est intéressant de travailler sur le microclimat forestier. Là, dans notre unité de recherche, on travaille beaucoup là-dessus. Actuellement, la consigne, mais elle commence à disparaître, c'était d'avoir une sylviculture plus dynamique pour éviter que les arbres se concurrencent pour l'accès à l'eau, c'est-à-dire taper dans le peuplement et avoir moins d'arbres. Mais si on a moins d'arbres, on perd l'ambiance forestière. Alors vous savez très bien qu'une ambiance forestière, c'est pas très froid l'hiver, c'est très frais l'été, et donc en fait, le microclimat forestier, il tient assez bien. Et donc, il faut inventer des sylvicultures nouvelles où on aurait des coupes de régénération avec maintien d'un microclimat forestier plus important que des coupes de régénération, des coupes progressives de régénération où on enlève les 2 tiers du peuplement. Et on a quelques exemples dans la sylviculture irrégulière proche de la nature. On peut avoir des coupes beaucoup plus fines. En forêt d'Haguenau, par exemple, on fait des coupes de régénération, au lieu de les faire sur 10-15 ans, on les fait sur 40 ans. Et on va on va ouvrir le peuplement très, très lentement, et on va permettre aux semences de pousser sous un taillis de charme. Et au bout de 40 ans, on va tout couper, parce qu'on aura des grands arbres, et on va maintenir l'ambiance forestière. Ça, c'est très intéressant à observer, c'est assez original, mais il y a des pratiques locales qui peuvent être intéressantes, en forêt privée comme en forêt publique. En forêt publique, il y a des normes qui s'appliquent, mais il y a quand même des pratiques locales qui peuvent être, qui sont intéressantes à observer, qui maintiennent des microclimats forestiers. Donc là, c'est un enjeu qui est important. Actuellement, on a tendance à s'engouffrer vers des plantations d'essences exotiques, et le ministère de l'Agriculture subventionne énormément des plantations d'essences exotiques, et on s'aperçoit aussi qu'il y a une adaptation génétique des peuplements. C'est-à-dire que des arbres qui ont subi des sécheresses vont produire des semences mieux adaptées aux sécheresses. Donc, c'est aussi intéressant de ne pas abandonner la régénération naturelle. C'est vraiment important de ne pas abandonner la régénération naturelle, parce que les arbres de demain vont être mieux adaptés au changement climatique que les arbres du passé. Donc ça, c'est aussi intéressant à observer. Voilà. D'autres questions? Oui. Est-ce que la pollution métallique, par exemple, à Vauclair, suite à la guerre mondiale, a un impact sur les champignons? Oui, parce que les champignons, ça concentre beaucoup de métaux. Ça a un impact sur les arbres. Alors là, c'est encore mal connu. C'est-à-dire que autant la pollution des sols est bien connue depuis 10-20 ans, notamment le Bureau de recherche géologique et minière a bien travaillé là-dessus. Nous, on y a travaillé ponctuellement avec l'Université de Reims et l'Université de Lorraine. Donc la pollution des sols, elle est bien connue. Mais par contre, le transfert dans les végétaux et la production de métabolites secondaires, puisque ces métaux ils vont être transformés par les végétaux, est encore mal connu. À l'Université de Reims, on commence à y travailler. Alors, il y a les métaux, mais il y a aussi d'autres produits chimiques qui ne sont pas les métaux, les perchlorates par exemple, qui sont aussi recyclés par les végétaux. Et donc, dans le bois, il y a aussi des métaux lourds. Et donc, ça reste encore en étude. Et les champignons, vous imaginez, concentrent énormément de métaux et d'autres éléments chimiques. Et probablement aussi la venaison, sanglier. Donc, voilà. Et ça, on ne le sait pas. C'est un non-dit. Et pour l'instant, il y a peut-être des problèmes aussi sur la faune. Oui. Est-ce que vous avez
Non, j'ai pas rencontré d'os. Pas rencontré d'os d'ours et même des ossements de loup. On sait qu'il y a beaucoup de loups. Oui. Mais en fait, les données archéologiques en zoo-archéo trouvent peu de faune sauvage et en tout cas, l'ours et le loup ne sont pas représentés. Alors, j'aurais une deuxième question. Est-ce que vous avez consulté aux archives nationales, est-ce que vous avez pu la consulter, la série R? Est-ce que vous avez eu La série R4 Comment R4 pour la forêt de Retz. Le fond d'Orléans. Oui, il est considérable et de très belle qualité, on l'utilise. Voilà. C'est la sous-série R4. Et on l'utilise de manière systématique. C'est un très très beau fond. Il faut avoir l'autorisation. En général, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.